Bonjour, je m'appelle Robin et j'ai fêté mes 27 ans le mois dernier, le jour où tout a basculé. Je venais de signer un contrat de 5 millions d'euros avec l'équipe féminine de basketball du FC Barcelone. J'étais au sommet du monde, prête à partager mon succès avec ma famille malgré nos relations compliquées. Je ne m'attendais pas à ce que ma sœur Vanessa me pousse dans les escaliers par jalousie. Je n'aurais jamais imaginé me réveiller seule, dans un lit d'hôpital, abandonnée par ma propre famille. Avant de vous raconter comment je suis passée de la signature d'un contrat qui allait changer ma vie à mon réveil dans un lit d'hôpital, dites-moi d'où vous me regardez. Laissez un commentaire et abonnez-vous si vous voulez entendre des histoires qui vous rappelleront pourquoi la famille n'est pas toujours une question de sang. J'ai grandi dans un quartier bourgeois de Munich avec mes parents Klaus et Ingrid, ma sœur aînée Vanessa, âgée de 32 ans, et mon frère cadet Noah, âgé de 23 ans. De l'extérieur, nous semblons être la famille allemande parfaite, mais les apparences peuvent être trompeuses. D'aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu une hiérarchie tacite dans notre foyer. Vanessa était l'enfant chéri, Noah était le petit dernier, et moi, j'étais quelque part entre les deux, souvent oubliée ou ignorée. Mes parents assistaient à tous les récitals de violon et expositions d'art de Vanessa, louant ses talents médiocres comme si elle était destinée à un grand avenir. Quant à mes matchs de basket, ils étaient en fait considérés comme une nuisance, quelque chose auquel ils n'assistaient que s'ils n'avaient rien de mieux à faire ce jour-là. Le basket n'est pas une carrière appropriée pour une fille, disait mon père d'un ton dédaigneux chaque fois que je lui parlais de mes rêves. Tu devrais te concentrer sur quelque chose de plus pratique, comme ta sœur. Vanessa savait qu'elle avait ce pouvoir sur moi, le soutien inconditionnel de nos parents, et elle s'en servait comme d'une arme. Quand nous étions plus jeunes, elle cassait ses propres affaires et me faisait porter le chapeau, ce qui me valait d'être punie. En grandissant, ces tactiques ne sont devenues plus sophistiquées, plus manipulatrices. Elle faisait des remarques sarcastiques sur mon apparence lorsque des amis venaient à la maison ou oubliaient commodément de me parler des projets familiaux. Oh, maman ne t'a pas dit que nous dînions chez Oma ce soir? Je pensais que tout le monde était au courant, disait-elle avec une innocence feinte, sachant très bien qu'elle était censée me transmettre le message. À 16 ans, j'ai compris que si je voulais quelque chose dans la vie, je devais travailler pour l'obtenir. J'ai trouvé un emploi au supermarché Reve local, où je remplissais les rayons après l'école et le week-end. J'économisais chaque euro, sachant que mes parents donneraient la priorité au financement des études universitaires de Vanessa plutôt qu'aux miennes. Alors qu'ils payaient pour qu'elle fréquente une académie d'art coûteuse à Berlin, j'ai demandé un prêt étudiant BAföG et j'ai cumulé plusieurs emplois pour financer mes études universitaires. Le basket était mon échappatoire, ma passion et finalement mon ticket de sortie. Je m'entraînais pendant des heures après l'école, souvent seule sur le terrain communal, perfectionnant ma technique à travers d'innombrables exercices. Même quand il pleuvait, je restais dehors. L'eau rendait le ballon glissant et difficile à contrôler, mais je n'ai jamais abandonné. Le bruit du ballon frappant le sol mouillé, le crissement de mes chaussures sur le terrain, le bruissement du filet lorsque je réussissais un tir parfait. Tout cela est devenu la bande-son de ma détermination. C'est lors d'une de ces séances d'entraînement solitaire sous la pluie que l'entraîneuse Sophia m'a remarqué pour la première fois. Elle avait 42 ans, était dure comme l'acier et avait une attitude pragmatique qui imposait le respect. Elle s'est arrêtée dans sa Volkswagen bleue cabossée, a baissé la vitre et m'a observé pendant 20 bonnes minutes avant de s'approcher. Tu as un talent naturel, m'a-t-elle dit, non pas comme un compliment, mais comme une simple constatation. Mais le talent sans discipline est inutile. Si tu es prête à travailler plus dur que tu ne l'as jamais fait dans ta vie, je peux t'aider à transformer ce talent brut en quelque chose de spécial. Sophia est devenue plus que ma simple entraîneuse. Elle est devenue la figure maternelle dont j'avais toujours rêvé. Elle m'a poussée à dépasser mes limites, a cru en moi, alors que je ne croyais pas en moi-même et n'a jamais considéré mes rêves comme des objectifs irréalisables. Sous sa direction, je suis passée d'une joueuse talentueuse, mais dispersée, à une athlète disciplinée, avec un réel potentiel. Des recruteurs de la Bundesliga ont commencé à assister à mes matchs pendant ma dernière année au lycée. J'ai reçu plusieurs offres de bourse et j'ai accepté celle d'une université sportive dotée d'un programme de basketball féminin solide. Mes parents ont à peine reconnu cette réussite.
Je suppose que cela nous permettra d'économiser de l'argent, a commenté ma mère lorsque je leur ai montré ma lettre d'acceptation, comme si c'était la seule valeur de ce que j'avais accompli. C'est à l'université que j'ai rencontré Marcus. Il était en première année de droit lorsque nous nous sommes littéralement percutés au café du campus. Je me dépêchais d'aller à l'entraînement. Il était plongé dans un manuel de droit européen et notre collision a fait renverser ma boisson énergétique sur ses notes. Je m'attendais à ce qu'il se mette en colère, mais j'ai plutôt eu droit à un sourire qui m'a fait battre le cœur. Maintenant, j'ai une excuse pour les réécrire, a-t-il plaisanté, en montrant les pages tachées de violet. Honnêtement, je cherchais n'importe quelle raison pour faire une pause. Marcus était différent de toutes les personnes que j'avais rencontrées auparavant. Il venait d'une famille aimante et solidaire et ne comprenait pas la dynamique que je décrivais avec la mienne. Il m'écoutait souvent avec incrédulité lorsque je lui racontais des anecdotes de mon enfance. « Ce n'est pas normal, Robin, disait-il. Les familles sont censées se soutenir mutuellement, s'entraider et non se détruire. » Grâce au soutien émotionnel de Marcus et au conseil continu de Sophia, j'ai prospéré à l'université. Je suis devenu un joueur vedette, battant plusieurs records et attirant l'attention des recruteurs professionnels. Mon diplôme en gestion du sport m'a donné un plan de secours, mais j'avais à cœur de devenir joueur professionnel. Pendant ce temps, ma famille continuait à faire preuve d'indifférence. Ils ont assisté à exactement 2 de mes matchs universitaires en 4 ans. Vanessa était revenue vivre à la maison après avoir échoué dans sa carrière d'artiste à Berlin et travaillé dans une galerie locale, se plaignant constamment que son talent était sous-estimé. Noah suivait les traces de mon père en étudiant le commerce et montrait déjà des signes d'adoption de leur attitude dédaigneuse envers mon choix de carrière. Malgré leur manque de soutien, je restais déterminée à réussir, non pas pour leur prouver qu'ils avaient eu tort, mais pour me prouver à moi-même que j'étais digne du rêve que je poursuivais depuis si longtemps. Chaque rejet, chaque commentaire dédaigneux, chaque match manqué ne faisait maintenant que renforcer ma détermination. Je réussirais, avec ou sans eux. Et alors que j'entrais dans ma dernière année d'université, que des recruteurs professionnels assistaient régulièrement à mes matchs et que mon nom était mentionné dans les conversations sur la prochaine génération de stars du basket féminin, j'ai commencé à croire que toutes ces années de travail acharné, tous ces jours pluvieux passés sur le terrain, tous ces entraînements tôt le matin et tard le soir, allaient enfin porter leurs fruits. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que mon plus grand défi ne viendrait pas du terrain, mais des personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Les personnes qui partageaient mon sang, mais pas mes rêves. Les personnes qui préféraient me voir échouer plutôt que réussir selon mes propres termes. Le match qui a tout changé s'est déroulé lors des qualifications pour le championnat d'Europe. Nous étions menés de 2 points à 10 secondes de la fin. Le ballon m'est arrivé à la ligne des 3 points et le temps a semblé ralentir. Je pouvais voir toutes les options, la position de chaque joueur, comme si le terrain était soudainement devenu un échiquier, et je pouvais anticiper chaque mouvement possible. J'ai fait une passe à mon coéquipier sur la droite, j'ai pivoté vers la gauche et j'ai lancé un tir en suspension juste au moment où le buzzer retentissait. Le ballon a décrit une trajectoire en arc dans les airs et toute la salle s'est devenue silencieuse. Lorsqu'il a traversé le filet, la foule a éclaté dans un rugissement que j'entends encore dans mes rêves. Nous avions remporté les qualifications et j'avais marqué le panier de la victoire. Ce moment a été capturé par des dizaines de caméras et rediffusé sur les chaînes sportives à travers l'Europe. Et soudain, mon nom était sur toutes les lèvres. 3 recruteurs m'ont abordé après le match, m'ont tendu leur carte de visite et m'ont promis un avenir radieux. Le plus insistant venait du FC Barcelone, une équipe qui développait son programme féminin et recherchait de nouveaux talents pour concourir au plus haut niveau. Leur offre initiale était intéressante, mais Marcus, qui venait d'obtenir son diplôme d'État et travaillait dans un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit du sport, m'a conseillé de négocier. « Ils te veulent plus qu'ils ne le laissent paraître », m'a-t-il dit en examinant les termes du contrat. « Ce n'est que leur position de départ. Nous pouvons obtenir de meilleures conditions. » Les négociations se sont étalées sur 3 mois, avec des offres et des contre-offres qui allaient et venaient. Chaque fois que Barcelone revenait avec une nouvelle proposition, Marcus l'étudiait attentivement, soulignant les points sur lesquels nous pouvions encore améliorer les conditions. Ce fut une période stressante, pleine d'incertitudes et de doutes. « Et s'ils retiraient complètement leur offre ?» ai-je demandé à Marcus un soir, l'anxiété m'empêchant de dormir.
Et si j'insistais trop et qu'ils décidaient que je ne valais pas la peine? Ils ne se retireront pas, m'a-t-il assuré, avec une confiance inébranlable. Tu es le meilleur espoir rookie de cette saison. Ils ont plus besoin de toi que tu n'as besoin d'eux. L'entraîneuse Sofia m'a également soutenue pendant cette période. Elle avait des relations dans la Ligue européenne et n'a cessé de me rassurer en me disant que l'intérêt de Barcelone était sincère. Ils élaborent leur stratégie autour de toi, m'a-t-elle dit. Ils ont déjà commencé à concevoir des jeux qui mettront en valeur tes points forts. Crois-moi, ils ne vont pas partir. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité de va-et-vient, nous sommes parvenus à un accord. 5 millions d'euros sur 3 ans, avec des primes de performance pouvant potentiellement ajouter 1 500 000 euros supplémentaires. C'était plus que je n'aurais jamais osé imaginer. Une validation de tous les sacrifices, de toutes les heures d'entraînement, de tous les moments de doute que j'avais surmontés. Le jour où j'ai signé le contrat était surréaliste. Le président de l'équipe, Carlos Méndez, une légende du monde du basket-ball, m'a personnellement accueilli au FC Barcelone. Les flashs des appareils photo crépitaient tandis que nous nous serrions la main, et j'avais du mal à garder mon sang-froid, à ne pas laisser couler mes larmes de joie et de soulagement devant toutes ces personnalités importantes. Bienvenue dans la famille, Robin, m'a dit Carlos, d'une poignée de main ferme et d'un sourire sincère. Nous sommes convaincus que tu vas aider cette équipe à remporter le championnat. En sortant du siège du FC Barcelone, le contrat signé et l'avenir assuré, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. De la fierté pour ce que j'avais accompli, de l'excitation pour ce qui m'attendait, mais aussi une tristesse persistante de ne pouvoir partager ce moment avec aucun membre de ma famille. Malgré des années de négligence et de rejet, une partie de moi aspirait toujours à leur approbation, à leur reconnaissance. Et à ce moment de triomphe, j'ai pris une décision qui allait finalement changer le cours de ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai décidé de rentrer chez moi et de partager cette nouvelle avec ma famille, dans l'espoir que cette réussite, ce succès indéniable, leur permettrait enfin de me voir. Avant de partir pour Munich, j'ai appelé Marcus par vidéo depuis ma chambre d'hôtel. « Tu es sûr de toi ?» m'a-t-il demandé, l'inquiétude perceptible dans sa voix. « Tu sais comment ils sont. Je ne veux pas qu'ils gâchent ce moment pour toi. » « Je dois essayer, ai-je répondu. Peut-être que cette fois-ci sera différente. Peut-être qu'ils seront enfin fiers de moi. N'oublie pas, quoi qu'il arrive, c'est ton accomplissement. Personne ne peut te l'enlever. Et je suis incroyablement fier de toi, Robin. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Mais je ressentais toujours ce besoin de partager mon succès avec les personnes qui me connaissaient depuis le plus longtemps, même si elles ne m'avaient jamais vraiment vue. Je me suis arrêtée dans plusieurs magasins avant de me rendre chez mes parents, choisissant des cadeaux attentionnés pour chaque membre de ma famille. Pour mon père, une montre coûteuse qu'il convoitait depuis des années. Pour ma mère, un sac à main de créateur de sa marque préférée. Pour Vanessa, un collier d'un créateur de bijoux à la mode. Pour Noah, la dernière console de jeu dont il parlait. Dans mon esprit, j'imaginais leurs réactions, leurs surprises et leur joie. Pas seulement pour les cadeaux, mais aussi pour la nouvelle que moi, l'enfant du milieu négligé, j'avais accompli quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'ils verraient enfin que mon parcours, bien que différent de ce qu'ils avaient imaginé pour moi, était valable et méritait le respect. Alors que je roulais vers la maison où j'avais grandi, l'espoir et l'anxiété se disputaient dans ma poitrine. Je répétais ce que j'allais dire, comment j'allais leur parler du contrat, de l'avenir qui s'ouvrait devant moi. J'imaginais des embrassades, des félicitations, peut-être même un dîner de famille pour fêter ça. Ce que je ne pouvais pas imaginer, ce que je n'avais pas vu venir, c'était la jalousie, le ressentiment et la violence qui accueilleraient mon succès. En entrant dans l'allée de la maison de mon enfance, je ne me doutais pas que j'allais vivre la trahison la plus sombre de ma vie, de la part des personnes qui auraient dû m'aimer le plus. L'odeur familière du pot pourri à la lavande de ma mère m'a envahi lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée. La maison était exactement la même qu'avant. Des photos de famille alignées sur le mur de l'escalier, aux meubles usés, mais propres du salon. Pendant un instant, la nostalgie m'a envahi. Des souvenirs d'enfance, d'une époque où les choses étaient plus simples, avant que la dynamique familiale ne se solidifie pour devenir le schéma toxique actuel. « Bonjour » ai-je lancé, en posant les sacs remplis de cadeaux. « Il y a quelqu'un » Ma mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon.
Son expression est passée de la surprise à un sourire forcé lorsqu'elle m'a vue. Robin, nous ne t'attendions pas, a-t-elle dit, son ton indiquant clairement que ma visite imprévue l'a dérangée. Je voulais vous faire une surprise, ai-je répondu, en essayant de garder un ton léger, ne laissant pas son accueil tiède me démoraliser. Tout le monde est là? Ton père regarde la télévision dans le salon. Vanessa et Noah devraient bientôt rentrer. Elle a jeté un coup d'œil au sac de course. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Juste quelques cadeaux. J'ai une bonne nouvelle et je voulais la partager avec tout le monde. Mon père apparut dans l'embrasure de la porte, la télécommande encore à la main, l'air légèrement agacé que sa routine du soir soit interrompue. Robin, dit-il en hochant la tête, qu'est-ce qui te ramène ici? Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et Vanessa entra, suivie de près par Noah. Vanessa plissa les yeux en me voyant, tandis que Noah parvint au moins à esquisser un petit sourire. Une réunion de famille, dit Vanessa d'un ton sarcastique, en posant ses clés sur la table d'appoint. Quelle est l'occasion? J'ai quelque chose à vous dire, dis-je, le cœur battant à tout rompre, à la fois excité et inquiet. Pouvons-nous nous asseoir ensemble quelques minutes? Nous nous sommes rassemblés dans le salon, un silence gênant s'installant entre nous. Je pris une profonde inspiration et commençai à partager ma nouvelle. Je viens de signer un contrat avec le FC Barcelone, ai-je annoncé, incapable de cacher ma fierté. 5 millions d'euros sur 3 ans, avec des primes de performance. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les sourcils de mon père se sont légèrement levés, premier signe de véritable surprise que je voyais chez lui depuis des années. Ma mère a ouvert et fermé la bouche comme si elle avait du mal à trouver ses mots. Noah semblait sincèrement impressionné, tandis que Vanessa était complètement figée, les jointures de ses doigts blanchies à force de serrer son sac à main. 5 millions d'euros, a finalement dit mon père, l'incrédulité évidente dans sa voix. Oui, ai-je confirmé en attrapant l'un des sacs, et je voulais fêter ça avec vous tous. J'ai apporté des cadeaux. Des cadeaux? A répété ma mère, les yeux désormais rivés sur les sacs. Je commençais à distribuer les cadeaux, expliquant chaque choix au fur et à mesure que je les remettais. Mon père examina la montre avec un mélange d'appréciation et d'autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à du ressentiment. Ma mère passa ses doigts sur le cuir souple du sac de créateur, son expression indéchiffrable. Noah était sincèrement ravi de la console de jeu et vérifia immédiatement ses fonctionnalités. Et puis, il y avait Vanessa. Elle ouvrit lentement l'écrin à bijoux, fixant le collier à l'intérieur sans le toucher. Je me suis souvenu que tu admirais ce créateur lorsque nous avons vu sa collection dans un magazine l'année dernière, lui ai-je expliqué, espérant voir son expression s'adoucir. Au lieu de cela, elle a refermé le coffret d'un coup sec et l'a posé sur la table basse avec un soin délibéré. C'est gentil de ta part de gaspiller ton argent, a-t-elle dit d'une voix pleine de dédain. Ça doit faire plaisir de frimer comme ça. Vanessa, a dit ma mère sans conviction, mais il n'y avait aucune véritable réprobation dans son ton. Non, maman, soyons honnêtes pour une fois, a poursuivi Vanessa en élevant la voix. La petite Robin revient après avoir signé un gros contrat sportif et pense pouvoir acheter notre approbation avec des cadeaux coûteux. C'est bien ça? J'ai senti mon visage rougir de honte et d'embarras. Ce n'est pas ce que j'essayais de faire. Je voulais juste partager mon bonheur avec vous. Ton bonheur, répéta Vanessa d'un ton moqueur, parce que tout tourne toujours autour de toi, n'est-ce pas? Même quand tu n'es pas là, tout tourne autour de Robin, de ton précieux entraîneur et de ton petit ami parfait. Pauvre Vanessa, coincée à la maison dans un travail sans avenir pendant que sa sœur devient une star du sport. Personne n'a parlé de moi, dis-je, déconcerté par son éclat. Je n'ai pratiquement pas eu de nouvelles de vous depuis des mois. C'est vrai, ricana Vanessa. C'est pour ça que j'ai dû entendre Madame Muller, ma voisine, me dire à quel point je devais être fière de ma sœur qui avait réussi. C'est pour ça que les clients de la galerie me demandent si je suis de la famille de ce basketteur et ont l'air déçus quand ils réalisent que je ne suis qu'une simple vendeuse. L'atmosphère devint tendue tandis que Vanessa continuait à exprimer des années de jalousie refoulée. À ma grande surprise, au lieu d'essayer de calmer la situation, mes parents se mirent donc de son côté. Tu as toujours eu le don de tout ramener à toi, Robin,
dit mon père, en posant la boîte à montre sur la table à côté du collier que Vanessa avait jeté. Tu viens ici, tu te vantes de ton succès, tu agis comme si nous devions tous te remercier pour ton attention et tes dons. Cadeaux? Ai-je répété, stupéfaite par cette accusation. Ce sont des cadeaux. Je pensais que vous seriez heureux pour moi. Heureux que tu aies le gâché des années dans une carrière qui prendra fin dès que tu te blesseras, a renchéri ma mère. Heureux que tu vives un rêve irréaliste au lieu de construire quelque chose de stable et de significatif comme ta sœur a essayé de le faire. Je n'en croyais pas mes oreilles. Dans quel univers Vanessa, qui avait abandonné ses études d'art et travaillé à temps partiel dans une galerie, était-elle la plus responsable? J'avais un diplôme, un contrat professionnel, une sécurité financière, et pourtant, j'étais toujours considérée comme la déception de la famille. Je voulais aussi vous dire que j'ai l'intention d'acheter un nouvel appartement, ai-je dit, essayant de ramener la conversation sur un terrain plus positif. Quelque chose d'assez grand pour nous accueillir tous si jamais vous vouliez nous rendre visite ou même vous rapprocher de Barcelone. Ce n'était pas la bonne chose à dire. Le visage de Vanessa se déforma sous l'effet de la rage. Maintenant, tu nous proposes de nous acheter un appartement? Comme si nous étions des cas sociaux que tu peux résoudre grâce à ta nouvelle fortune? Tu te rends compte à quel point tu es condescendant. Ce n'est pas ce que je voulais dire, protestai-je, sentant la situation dégénérer. Je pensais juste que ce serait sympa d'avoir un endroit où nous pourrions tous nous retrouver plus souvent. Nous n'avons pas besoin de ton argent ni de ta pitié, dit froidement mon père. Certains d'entre nous ont leur dignité. L'insinuation que je manquais en quelque sorte de dignité parce que j'avais travaillé dur et réussi dans le domaine que j'avais choisi me fit l'effet d'une gifle. Je me suis levée, luttant pour retenir mes larmes. Je ne suis pas venue ici pour me disputer. Je suis venue partager quelque chose d'important avec les personnes qui, je pensais, seraient heureuses pour moi. Manifestement, je me suis trompée. Je me suis dirigée vers l'escalier avec l'intention d'aller dans mon ancienne chambre pour me ressaisir avant de partir. Vanessa m'a suivie, le visage rouge de colère. « Tu fais toujours ça » a-t-elle craché, haussant le ton jusqu'à crier. « Tu joues les victimes quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Pauvre Robin, si incomprise, si sous-estimée. » « Je ne joue à rien, ai-je répondu, la main posée sur la rampe. J'ai juste besoin d'être seule un instant. Seule? Tu veux être seule? Très bien, a hurlé Vanessa. Et avant que je puisse réagir, elle a posé ses deux mains sur mes épaules et m'a poussée en arrière de toutes ses forces. Le temps sembla ralentir alors que je perdais l'équilibre. Je me souviens du regard de pure haine sur le visage de Vanessa, du cri étouffé de Noah, de l'horrible sensation d'apesanteur alors que je commençais à tomber. Ma tête heurta le bord d'une marche avec un craquement écœurant et une douleur fulgurante me traversa le crâne. Je dévalai les marches restantes, mon corps heurtant chacune d'elles avec une force qui me brisait les os, jusqu'à ce que je m'immobilise enfin en bas, le monde autour de moi s'assombrissant. La dernière chose que j'ai entendue avant de perdre connaissance était la voix froide et distante de ma mère. Elle l'a mérité. 3 mots qui allaient changer à jamais ma vision de ma famille. 3 mots qui confirmaient ce que j'avais toujours soupçonné, mais que je ne voulais pas croire. Non seulement il ne m'aimait pas, mais il me voulait du mal. Le bip régulier d'un moniteur cardiaque a été la première chose dont j'ai pris conscience. Le son pénétrait l'obscurité, me ramenant à la conscience à chaque impulsion électronique. Mes paupières étaient incroyablement lourdes, comme si elles avaient été collées. Lorsque j'ai enfin réussi à les ouvrir, la lumière fluorescente aveuglante m'a transpercé le crâne d'une douleur lancinante. « Elle se réveille », a dit une voix féminine quelque part à ma droite. « Allez chercher le docteur Schmidt. » J'ai essayé de tourner la tête vers la voix, mais une minerve m'empêchait de bouger. La panique a commencé à monter en moi lorsque j'ai réalisé que je ne pouvais pas bouger correctement. « Essayez de ne pas bouger », m'a dit la femme en entrant dans mon champ de vision. Elle portait une blouse bleue et son badge indiquait qu'elle s'appelait Isabelle Krankenschwester. « Vous avez eu un accident ?» Ce n'était pas un accident, pensai-je. Ma sœur m'avait poussé, ma famille avait regardé. Mais ma gorge était trop sèche pour parler, et lorsque j'essayais, seul un croassement rauque sortit de ma bouche. « Tenez, » dit Isabelle en approchant une paille de mes lèvres, à petite gorgée. L'eau était la chose la plus délicieuse que j'avais jamais goûtée, rafraîchissant ma gorge desséchée. Après quelques gorgées, j'essayais à nouveau.
Depuis combien de temps parvins-je à demander. Vous êtes restée inconsciente pendant 3 jours, a répondu Isabelle, l'air compatissant. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Avant que je puisse répondre, un homme grand en blouse blanche est entré dans la pièce, un bloc-notes à la main. Madame Coleman, je suis le docteur Schmidt. Je suis heureux de voir que vous êtes réveillée. Vous nous avez fait peur. L'heure qui suivit fut un tourbillon de questions, d'examens et d'informations dévastatrices. J'avais subi une grave commotion cérébrale, 3 côtes cassées, une fracture du poignet et un traumatisme à la colonne vertébrale. Le médecin était particulièrement préoccupé par la blessure à la colonne vertébrale, expliquant qu'il pourrait y avoir des conséquences, à long terme, sur ma mobilité. Mobilité, répétai-je, mon esprit se tournant immédiatement vers le basket-ball. Pourrais-je rejouer? L'hésitation du docteur Schmidt m'a tout dit avant même qu'il ne parle. Il est trop tôt pour se prononcer définitivement. Vous aurez besoin de plusieurs mois de physiothérapie, voire d'une intervention chirurgicale, selon l'évolution de la situation. Le sport professionnel sera peut-être hors de question pendant un certain temps, voire définitivement. Ces mots m'ont frappé comme une nouvelle chute dans les escaliers. Mon contrat, mon avenir, tout ce pourquoi j'avais travaillé ne tenait soudain plus qu'à un fil. Je fermai les yeux, luttant pour retenir mes larmes. Je dois appeler mon petit ami, dis-je, et mon entraîneur. Ils doivent savoir ce qui s'est passé. Bien sûr, acquiesça le docteur Schmidt. L'infirmière Isabelle va vous apporter un téléphone. Mais avant cela, souhaitez-vous que nous contactions votre famille? Personne n'est encore venu vous rendre visite, mais nous pouvons les joindre si vous nous communiquez leurs coordonnées. Ces mots m'ont glacé. Personne n'était venu. Ni mes parents, ni mes frères et sœurs, personne de ma famille n'avait pris la peine de vérifier si j'étais vivante ou morte après avoir été poussée dans les escaliers de leur propre maison. Ils savent ce qui s'est passé, ai-je dit doucement. Ils étaient là. Le docteur Schmidt et l'infirmière Isabelle ont échangé un rapide regard et j'ai pu lire les questions non posées dans leurs yeux. Avant qu'ils ne puissent me demander plus de détails, j'ai demandé à rester seule, prétextant que j'avais besoin de me reposer. En réalité, j'avais besoin d'espace pour digérer cette nouvelle trahison, cette confirmation que l'indifférence de ma famille avait franchi la ligne rouge pour devenir de la cruauté active. Plus tard dans la soirée, l'infirmière Isabelle est revenue vérifier mes signes vitaux. Alors qu'elle ajustait ma perfusion, elle a hésité, puis m'a parlé à voix basse. Je ne devrais pas vous dire cela, mais j'ai pensé que vous deviez le savoir. Votre famille est venue une fois, la première nuit où vous avez été admis. Ils n'ont pas demandé à vous voir. Ils voulaient juste récupérer vos effets personnels, votre téléphone, votre portefeuille, vos clés. La politique de l'hôpital nous obligeait à ne les remettre qu'à la famille. Je suis désolée, Lal. Cette révélation m'a transpercé le cœur comme un couteau. Ils n'est pas venus prendre de mes nouvelles, voir si je me remettais, s'excuser. Ils étaient même venus chercher mes affaires, comme des vautours se jetant sur une carcasse. Merci de me l'avoir dit, ai-je murmuré, les larmes coulant enfin sur mes joues. L'infirmière Isabelle m'a serré doucement la main avant de partir, et je me suis retrouvée à nouveau seule, avec les bips des moniteurs et le poids écrasant de l'abandon. Le lendemain matin, la porte de ma chambre s'est ouverte brusquement et Marcus s'est précipité à l'intérieur, le visage pâle d'inquiétude. Quand il m'a vue, bandé et meurtri, relié à diverses machines, il s'est arrêté net, son expression passant de l'inquiétude à l'horreur. « Robin !» a-t-il soufflé en traversant la pièce en 3 longues enjambées et en prenant délicatement ma main indemne dans la sienne. « Mangot, que s'est-il passé? J'ai essayé de t'appeler pendant des jours. » Le barrage a cédé et tout a jailli dans un torrent de mots, de sanglots et de rage. Je lui ai raconté mon retour à la maison, les cadeaux, la jalousie de Vanessa et la trahison de mes parents. Je lui ai parlé de ma chute, de mon réveil seul, du fait que ma famille n'était venue que pour prendre mes affaires. Marcus écouta dans un silence stupéfait, serrant ma main de plus en plus fort à chaque nouveau détail. Quand j'eus fini, il tremblait littéralement de colère. « Je vais leur faire payer ça, » dit-il d'une voix basse et maîtrisée, ce qui le rendait encore plus effrayant que s'il avait crié. Ce n'était pas un accident. C'était une agression, et ils t'ont laissé ici pour mourir. Ils ont pris mon téléphone, réalisai-je soudain. Tu as essayé de les appeler toi aussi? Tous les jours depuis que tu n'as pas répondu à notre appel, confirma Marcus.
Ton numéro était directement transféré vers la messagerie vocale, et quand j'ai essayé d'appeler chez tes parents, ton père a répondu une fois, m'a dit que tu n'étais pas là, puis ils ont arrêté de répondre. J'étais sur le point de signaler ta disparition quand l'hôpital m'a finalement contacté en utilisant les coordonnées d'urgence indiquées dans ton assurance maladie. Ma voiture, ai-je dit. Je l'avais oubliée, toujours garée dans l'allée de mes parents, un autre bien qu'ils essaieraient probablement de réclamer. Il y a autre chose, ai-je dit, hésitant à exprimer la pensée qui me hantait depuis ma conversation avec le docteur Schmidt. Le médecin dit que je ne pourrai peut-être plus jamais jouer. Le contrat, Barcelone, tout ce pourquoi nous avons travaillé, tout cela pourrait disparaître. L'expression de Marcus s'adoucit. Laisse-moi m'occuper du contrat. Pour l'instant, concentre-toi sur ton rétablissement. Nous verrons le reste plus tard. Etc. Plus tard dans la journée, l'entraîneuse Sofia arriva, ayant pris l'avion depuis Barcelone dès que Marcus l'avait appelée. Contrairement à Marcus, elle n'essaya pas de cacher sa colère. Ces gens ne sont pas ta famille, déclara-t-elle en faisant les 100 pas au pied de mon lit. Les membres d'une famille ne se font pas ça. En ce qui me concerne, ils sont morts à nos yeux. L'équipe parle déjà d'annuler le contrat, dis-je, exprimant ma plus grande crainte. Marcus a essayé de joindre la direction, mais personne ne lui répond. Qu'ils essaient, dit Sofia avec férocité. Nous avons des options juridiques, des options médicales. Ce n'est pas fini, Robin, loin de là. Au fil de la journée, le choc initial s'estompant, un nouveau sentiment a commencé à m'envahir, la détermination. La même détermination qui m'avait poussé à m'entraîner pendant des années, à faire des études universitaires, à surmonter tous les obstacles sur mon chemin vers le basket professionnel. J'étais peut-être à terre, mais je n'étais pas hors jeu, pas encore. Ce soir-là, l'infirmière Isabelle est venue m'annoncer une nouvelle encore plus inquiétante. J'ai vérifié vos documents d'admission, m'a-t-elle dit à voix basse. Vos informations d'assurance maladie ont été saisies de manière incorrecte, et lorsque nous avons essayé de les vérifier, nous avons découvert que votre couverture avait été annulée. Elle hésita. Il y a eu d'importants retraits sur votre compte bancaire au cours des 2 derniers jours. Le service financier de l'hôpital l'a signalé parce qu'il essayait de traiter une autorisation de paiement. Quoi ? J'essayais de me redresser, grimaçant lorsque la douleur me traversa les côtes. C'est impossible. Je suis le seul à avoir accès à ce compte. À moins que quelqu'un ait vos cartes et votre code PIN, dit Marcus d'un ton grave, ou qu'il ait falsifié votre signature sur les bordereaux de retrait. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté écœurante. Mon portefeuille, mon téléphone, mes clés, tout était entre les mains de personnes qui avaient déjà prouvé qu'elles me voulaient du mal. Des personnes qui connaissaient mes habitudes, mes mots de passe, voire mes coordonnées bancaires. Ils me volent, murmurai-je, la trahison atteignant des profondeurs que je n'aurais jamais cru possible. Après tout ce qui s'est passé, ils me volent pendant que je suis à l'hôpital ? Marcus serra les mâchoires. Je vais appeler la banque tout de suite, geler vos comptes, puis j'appellerai la police. Tout cela s'arrête aujourd'hui. Alors qu'il sortait pour passer ses appels, je m'allongeai contre les oreillers, envahi par un étrange calme. La douleur était toujours là, physique et émotionnelle, mais elle était désormais accompagnée d'une résolution froide et claire. Ma famille avait enfin montré son vrai visage, sans l'ombre d'un doute. Je ne chercherai plus leur approbation, je n'espérerai plus de réconciliation. Ils avaient fait leur choix, et maintenant je ferai le mien. Lorsque Marcus revint, son expression m'indiqua qu'il avait de mauvaises nouvelles. « Les dégâts sont considérables, dit-il. Ils ont vidé ton compte courant, atteint le plafond de tes cartes de crédit. Ils ont même essayé d'accéder à ton compte d'investissement. Mais heureusement, cela nécessitait une vérification supplémentaire. « Combien ?» demandai-je d'une voix calme. « Près de 80 000 € au total. » Je fermai les yeux pour absorber ce coup final. Puis, je les rouvris, croisant directement le regard de Marcus. « Je veux porter plainte, ai-je dit, contre eux tous. Vanessa pour agression, tous pour volume. Je veux qu'ils subissent les conséquences de leurs actes. » Marcus a hoché la tête, un sourire sinistre se dessinant sur son visage. « J'espérais que vous diriez cela. J'ai déjà un ami à la Staatsanwaltschaft qui se tient prêt. » À la tombée de la nuit, l'heure des visites terminée, je me retrouvais seule dans la chambre d'hôpital. Mais cette fois, la solitude me semblait différente.
Je n'étais pas abandonnée. J'avais simplement dépassé les personnes toxiques qui prétendaient être ma famille. À leur place, j'avais trouvé un véritable soutien en Marcus et Sophia, des personnes qui avaient tout laissé tomber pour être à mes côtés lorsque j'avais le plus besoin d'eux. Le lendemain apporterait son lot de médecins, d'avocats, de rapports de police et le début d'un long combat pour la justice et la guérison. Mais ce soir-là, malgré la douleur et l'incertitude, je ressentais quelque chose d'inattendu remuer dans ma poitrine. La liberté. La liberté qui vient lorsqu'on accepte enfin une dure vérité et qu'on décide d'aller de l'avant sans le poids des faux espoirs et des attentes. Ma famille m'avait laissé seule, dans le coma, mais je n'allais pas affronter l'avenir seule. Et ils allaient mal et bientôt apprendre que leurs actes avaient des conséquences. Des conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées lorsqu'ils m'avaient laissé pour mort au bas de cet escalier. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé Marcus déjà dans ma chambre, son ordinateur portable ouvert, son bloc-notes rempli de notes. Il avait ce regard concentré que j'avais appris à reconnaître dans ses affaires les plus difficiles, celui qui signifiait qu'il construisait son dossier pièce par pièce, de manière méthodique. Bonjour, m'a-t-il dit en remarquant que j'étais réveillée. Comment te sens-tu? Comme si j'étais tombée dans les escaliers, répondis-je en essayant d'esquisser un faible sourire, mais prêt à me battre. Qu'est-ce que tu as là? Le début de notre dossier contre ta famille, dit-il en tournant l'ordinateur portable pour que je puisse voir l'écran. J'ai passé la moitié de la nuit à rassembler des preuves. La bonne nouvelle, c'est que nous avons beaucoup de matière à travailler. Collègue. Au cours de l'heure qui suivit, Marcus m'expliqua ce qu'il avait découvert. Non seulement mes parents avaient retiré de l'argent de mes comptes, mais ils avaient également systématiquement passé en revue mes informations personnelles, contacté mes créanciers et même tenté d'accéder à mes comptes de messagerie électronique. La banque a tout gelé et enquête sur les retraits frauduleux, expliqua Marcus. Vos cartes de crédit ont été annulées et nous avons entamé la procédure de contestation des frais qu'ils ont accumulés. Mais ce n'est que le côté financier. L'agression est l'accusation la plus grave et c'est là-dessus que nous devons concentrer notre attention. Le docteur Schmidt est arrivé pour sa visite matinale, apportant à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, mes scanners cérébraux ne montraient aucun dommage permanent dû à la commotion cérébrale. La mauvaise nouvelle, le traumatisme spinal était plus grave qu'on ne le pensait initialement, et je devrais certainement subir une intervention chirurgicale pour éviter des complications à long terme. Et le basket? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Il sera difficile, voire impossible, de pratiquer un sport professionnel après ce type de blessure, m'a-t-il confirmé, avec douceur. Même avec les meilleurs résultats possibles de la chirurgie et de la rééducation, le niveau de stress physique que le basketball professionnel impose à la colonne vertébrale risquerait de causer de graves problèmes à long terme. J'ai acquiescé en déglutissant péniblement. Quand puis-je me faire opérer? Nous pouvons programmer l'opération pour le début de la semaine prochaine. En attendant, nous devons commencer à renforcer votre musculature autant que possible. La kinésithérapie commencera demain, avec quelques exercices légers pour prévenir l'atrophie musculaire. Après le départ du docteur Schmidt, je me suis tournée vers Marcus, les larmes aux yeux, mais la voix déterminée. Ils ne m'ont pas seulement blessée. Ils m'ont volé ma carrière, mon avenir. Tout ce pourquoi j'avais travaillé a disparu en un instant parce que Vanessa ne supportait pas de me voir réussir. Je sais, a dit Marcus en me prenant la main, et nous allons leur faire payer chaque instant. Sophia est déjà en pourparlers avec la direction de l'équipe. Il y a peut-être des options pour toi à Barcelone, même si tu ne peux pas jouer. Des postes d'entraîneur, de développement des talents, de travail administratif. Rien n'est encore décidé. Plus tard dans l'après-midi, le détective Müller du département de police de Munich est venu prendre ma déposition. C'était un homme sérieux, au regard bienveillant, du genre à avoir tout vu, mais sans pour autant s'être endurci. « Je veux être clair sur ce que vous alléguez, a-t-il dit après que j'ai fini de raconter les événements. Vous dites que votre sœur vous a délibérément poussé dans les escaliers dans l'intention de vous causer des blessures graves et que vos parents ont non seulement omis de vous faire soigner immédiatement, mais ont également volé vos biens personnels et vos avoirs financiers? Oui, ai-je confirmé. Et il y a des témoins. Mon frère Noah était là, il a tout vu. Le détective Müller prit note. Nous interrogerons toutes les parties concernées.
Avez-vous d'autres preuves à l'appui de vos affirmations? Marcus prit la parole. Nous avons les relevés bancaires et de cartes de crédit qui montrent des transactions non autorisées après l'hospitalisation de Robin. Nous avons également les dossiers de l'hôpital qui montrent que les membres de la famille ont récupéré ses effets personnels sans se renseigner sur son état de santé. Cela prouve le vol. Le détective Muller acquiesça. L'agression est plus difficile à prouver sans preuve directe ni témoin coopératif. Il y a peut-être autre chose, dis-je, un souvenir me revenant soudainement à l'esprit. Frau Muller, notre voisine. Sa caméra de sécurité est orientée vers notre porte d'entrée. Si elle enregistrait cette nuit-là, elle a peut-être filmé Vanessa et moi à travers la fenêtre. L'expression du détective Muller s'éclaira légèrement. C'est très utile. Nous allons immédiatement vérifier cela. Après son départ, Marcus passa quelques coups de fil pour suivre la piste des images de vidéosurveillance. À notre grande surprise et à notre grand soulagement, Frau Muller avait non seulement les images, mais elle était également disposée à nous aider. Elle avait toujours été gentille avec moi, assistant souvent à mes matchs de gymnastique, alors que mes propres parents ne se donnaient pas cette peine. Elle dit que la caméra a bien filmé l'avant de votre maison, y compris une partie de l'entrée visible à travers la fenêtre latérale, a rapporté Marcus après lui avoir parlé. Elle est en train de remettre les images à la police. Une autre preuve inattendue est apparue lorsque Marcus a examiné mes effets personnels récupérés. Mon téléphone, que ma famille avait pris, mais que la police avait récupéré lors de son enquête initiale, avait enregistré le son au moment de l'incident. Tu as dû déclencher accidentellement l'application de mémo vocal avant que la dispute ne commence, m'a expliqué Marcus, la voix pleine d'excitation contenue en me faisant écouter l'enregistrement. La qualité n'était pas parfaite, mais elle était suffisante pour entendre les accusations furieuses de Vanessa, le rejet froid de mes parents face à ma réussite et, enfin, le moment crucial. Tu fais toujours ça. Tu joues les victimes quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Pauvre Robin, si incomprise, si sous-estimée. Je ne joue à rien. J'ai juste besoin d'être seule, un instant. Seule? Tu veux être seule? Très bien. Puis vinça les bruits de la lutte, mes cris lorsque je tombais, les bruits sourds terribles de mon corps heurtant chaque marche, et enfin, le plus accablant, la voix froide de ma mère, elle l'a mérité. Suivi de la réponse tout aussi glaciale de mon père, prend son portefeuille et son téléphone. Nous avons besoin de ces cartes et de ces mots de passe avant que quelqu'un d'autre ne s'en mêle. L'enregistrement a continué pendant plusieurs minutes, capturant leur discussion sur la manière d'accéder à mes comptes et sur ce qu'ils allaient non le dire aux gens au sujet de mon absence. C'est mieux que n'importe quel témoin, a déclaré Marcus, les yeux écarquillés. Ce sont leurs propres mots. Non seulement ils ne t'ont pas aidé après l'agression, mais ils ont activement planifié de te voler pendant que tu étais inconsciente. Grâce à l'enregistrement audio et aux images de vidéosurveillance de Frau Muller, le détective Muller a pu agir rapidement. Des mandats d'arrêt ont été émis contre Vanessa pour voie de faits graves et contre mes parents pour vol, fraude et négligence criminelle. Pendant que la machine judiciaire se mettait en marche, je me concentrais sur mon rétablissement physique. Les jours se confondaient dans une routine faite de gestion de la douleur, de séances de kinésithérapie et de préparatifs pour ma prochaine opération. Sophia partageait son temps entre l'hôpital et les réunions avec la direction de Barcelone, se battant pour sauver ce qu'elle pouvait de mon contrat. Ils sont compréhensifs face à votre situation, m'a-t-elle rapporté après une réunion particulièrement longue. Ils étudient les possibilités d'un contrat modifié qui inclurait un poste au sein de l'organisation pendant votre convalescence, avec la possibilité d'activer le contrat de joueur si vous êtes en mesure de revenir sur le terrain. C'était la nouvelle la plus encourageante que j'avais entendue depuis mon réveil à l'hôpital, une petite lueur d'espoir dans l'obscurité qui avait envahi ma vie. 5 jours après avoir repris conscience, alors que je terminais une séance de kinésithérapie, l'infirmière Isabelle est entrée précipitamment dans la chambre, l'air alarmé. « Votre famille est là !» m'a-t-elle dit dans un murmure précipité. « Ils sont tous là. Ils exigent de vous voir, affirmant qu'il y a eu un malentendu au sujet de l'enquête policière. Les agents de sécurité essaient de les retenir dans le hall, mais ils font du tapage. »
Mon rythme cardiaque s'est accéléré, le moniteur à côté de mon lit émettant un bip en réponse à mon stress soudain. Marcus, qui était assis dans un coin en train de relire des documents juridiques, s'est levé instantanément. Ils n'ont pas le droit d'être ici, a-t-il dit en sortant déjà son téléphone. Je vais appeler l'inspecteur Muller. Ne les laissez pas s'approcher de cette chambre. Mais alors même qu'il parlait, des voix s'élevaient dans le couloir, devenant de plus en plus fortes à mesure qu'elles se rapprochaient. Le ton autoritaire de mon père, l'indignation aiguë de ma mère, les accusations furieuses de Vanessa. C'est notre fille, nous avons le droit de la voir. Tout cela est un malentendu. Robin est confuse à cause de ses médicaments. Elle ment surtout. Je ne l'ai jamais poussée. Les voix étaient maintenant juste devant ma porte, et je me suis retrouvée recroquevillée contre les oreillers, envahie par une peur véritable. Ces gens, ces étrangers qui partageaient mon sang, avaient déjà montré à quel point ils accordaient peu de valeur à ma vie. Que feraient-ils s'ils entraient dans ma chambre? Au moment où la poignée de la porte commençait à tourner, une nouvelle voix se joignit à la cacophonie dans le couloir, calme, mais empreinte d'une autorité indéniable. Klaus Coleman, Ingrid Coleman, Vanessa Coleman, je suis l'inspecteur Müller de la police de Munich. Je pense que vous connaissez déjà l'ordonnance restrictive qui vous interdit de contacter Robin Coleman. Je vais devoir vous demander à tous de vous éloigner immédiatement de cette porte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis vinrent les protestations, rapidement coupées court par la réponse sans équivoque de l'inspecteur Müller. Vous pouvez soit partir volontairement, soit partir menotté pour avoir enfreint une décision de justice. C'est votre choix, mais vous avez environ 10 secondes pour vous décider. De nouveaux murmures de colère, le bruit de pas qui s'éloignent, puis un léger coup à ma porte. Madame Coleman, c'est l'inspecteur Müller. Votre famille est en train d'être escortée hors des lieux. Puis-je entrer? Lorsque je lui ai donné la permission, il est entré, suivi d'un agent en uniforme qui était resté près de la porte. L'expression de l'inspecteur Müller était un mélange de préoccupation professionnelle et de sympathie personnelle. « Vous allez bien ?» m'a-t-il demandé. J'ai acquiescé, même si mes mains tremblaient encore. « Merci d'être venu si rapidement. »« Heureusement, j'étais déjà en route pour vous informer, » m'a-t-il expliqué. « Nous avons terminé notre enquête et le Staatsanwaltschaft a décidé de donner suite à toutes les accusations. Votre famille sera officiellement mise en accusation la semaine prochaine. Compte tenu de ce qui vient de se passer ici, je ne serais pas surpris que le juge refuse la libération sous caution, du moins pour votre sœur. » C'était une petite victoire, mais une victoire importante. Ma famille allait devoir assumer les conséquences de ses actes, être tenue responsable d'une manière qu'elle n'avait probablement jamais connue auparavant. Lorsque le détective Müller est parti, promettant de poster un agent devant ma chambre pendant le reste de mon séjour à l'hôpital, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Le soulagement que le danger immédiat soit passé, la satisfaction que justice soit faite, mais aussi une profonde tristesse pour ce qui aurait pu être, pour la famille aimante que j'avais toujours voulu, mais que je n'avais jamais eue. Marcus revint à mon chevet et me prit la main. « C'est presque fini, » dit-il doucement. « Bientôt, ils ne pourront plus te faire de mal. »« Ça ne sera jamais fini, » répondis-je, la réalité de ma situation pesant lourdement sur mes épaules. Ils sont toujours ma famille. Les gens qui m'ont élevé, les gens qui étaient censés m'aimer. Comment pourrais-je jamais surmonter cela? En construisant quelque chose de mieux, a-t-il répondu fermement. En t'entourant de personnes qui tiennent vraiment à toi, qui te soutiennent, qui célèbrent tes succès au lieu de t'en vouloir. En créant une nouvelle famille, fondée sur l'amour et le respect, plutôt que sur les liens du sang. En le regardant, cet homme qui avait tout abandonné pour être à mes côtés, qui se battait pour moi avec toutes les ressources à sa disposition, je me suis rendu compte que j'avais peut-être déjà commencé à construire cette nouvelle famille. Et peut-être que, malgré tout ce que j'avais perdu, cela valait la peine de s'y accrocher. Le jour de la comparution est arrivé 6 semaines après ma chute. J'avais subi une opération de la colonne vertébrale 2 semaines plus tôt. Et bien que l'intervention ait été un succès, j'étais encore faible et souffrais considérablement. Les médecins m'avaient déconseillé de me rendre au tribunal, craignant que cela ne mette à rude épreuve mon corps en convalescence, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Mais j'étais déterminée à être là, à regarder ma famille dans les yeux, alors qu'elle faisait face aux conséquences de ses actes. Il ne s'agit pas de vengeance, me suis-je dit. Il s'agissait de me défendre,
de refuser d'être une victime plus longtemps. Tu es sûr de toi? M'a demandé Marcus ce matin-là, alors qu'il m'aidait à m'installer dans le fauteuil roulant qui allait être mon moyen de locomotion pour l'avenir prévisible. Personne ne te reprocherait de suivre le procès à distance. Je dois être là, ai-je insisté. J'ai besoin qu'ils me voient, qu'ils sachent qu'ils ne m'ont pas brisé, même s'ils ont fait de leur mieux. La salle d'audience était bondée lorsque nous sommes arrivés. La presse avait eu vent de l'affaire. L'histoire d'une athlète professionnelle, trahie par sa propre famille, était trop sensationnelle pour être ignorée. Les flashs crépitaient tandis que Marcus me poussait dans l'allée centrale jusqu'à notre place, à côté de la procureure, Staatsanwältin Gillian Becker. Êtes-vous prête? M'a-t-elle demandé doucement, l'air compatissant mais professionnel. Ils seront tous là, et leurs avocatos vont probablement essayer de vous faire passer pour l'agresseur ou suggérer que la chute était un accident que vous exploitez à des fins financières. Je suis prête, lui ai-je assuré, même si mon cœur battait à tout rompre. Nous avons les preuves. La vérité est de notre côté. La porte latérale s'ouvrit et 3 personnes furent donc conduites par des huissiers. Mes parents et Vanessa, tous vêtus de vêtements sobres, qui ne parvenaient pas à cacher la colère et le ressentiment sur leur visage. Ils semblaient plus petits, moins intimidants que dans mes souvenirs. Juste des gens ordinaires qui avaient commis un acte extraordinairement terrible. Alors qu'ils prenaient place à la table de la défense, leurs yeux balayèrent la salle d'audience pour finalement se poser sur moi. Le visage de mon père se durcit. Ma mère détourna le regard, incapable ou refusant de soutenir mon regard. Mais Vanessa me fixe droit dans les yeux, son expression mêlant défi et autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. La procédure commença par la lecture officielle des chefs d'accusation. Vanessa était accusée de voies, de faits graves, tandis que mes parents étaient accusés de vol, de fraude, de négligence criminelle et de complot. Tous 3 plaidèrent non coupables, comme prévu. Le procureur a présenté les preuves que nous avions rassemblées, les images de vidéosurveillance de la caméra de Frau Müller, qui montraient clairement Vanessa me poussant par la fenêtre. L'enregistrement audio de mon téléphone capturant non seulement l'agression, mais aussi la réaction insensible de mes parents et leur projet ultérieur de voler mes biens. Les relevés bancaires montrant les retraits et les frais frauduleux. Les dossiers hospitaliers documentant mes blessures et le comportement de ma famille. Tout au long de la présentation, j'ai observé les visages de ma famille. Mon père est resté impassible, même si sa mâchoire s'est visiblement crispée lorsque l'enregistrement audio a été diffusé. Ma mère s'est essuyé les yeux avec un mouchoir, jouant le rôle de la mère affligée, alors qu'elle n'avait montré aucune inquiétude lorsque j'avais été blessée. La défiance de Vanessa s'est progressivement effritée à mesure que les preuves s'accumulaient, laissant place à une panique croissante à mesure que la réalité de sa situation devenait claire. Leurs avocats de la défense ont fait de leur mieux, suggérant que la poussée était une réaction impulsive dans une dispute familiale qui avait dégénéré, que mes parents avaient pris mes affaires uniquement pour les mettre en sécurité, que toute la situation était exagérée. Mais leurs arguments semblaient faibles et désespérés face à des preuves aussi accablantes. Au fur et à mesure que l'audience avançait, la porte de la salle d'audience s'est ouverte discrètement et une silhouette familière s'est glissée à l'intérieur, prenant place au dernier rang. Carlos Méndez, président du FC Barcelone, l'homme qui m'avait serré la main et m'avait accueilli dans l'équipe il y a maintenant ce qui me semblait être une éternité. Il a hoché la tête gravement lorsqu'il a croisé mon regard, sa présence étant une marque de soutien silencieuse qui en disait plus long que les mots. Lorsque le moment était venu d'examiner la question de la libération sous caution, la procureure Becker s'y est fermement opposée. Votre honneur, les accusés ont déjà démontré leur volonté de nuire à la victime et d'exploiter sa vulnérabilité à des fins financières. Ils ont tenté de violer l'ordonnance restrictive en s'introduisant de force dans sa chambre d'hôpital. Ils représentent une menace permanente pour sa sécurité et son rétablissement. À ma grande surprise, le juge a accepté et a refusé la libération sous caution pour les 3 accusés. Ils resteraient en détention jusqu'au procès, une procédure qui pourrait prendre des mois. Alors que les huissiers s'apprêtaient à les emmener, mon père m'a enfin regardé droit dans les yeux, le regard empreint à la fois de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la honte. Puis,
Son regard s'est posé au fond de la salle d'audience, où était assis Carlos Mendez, et son visage est devenu livide. Mingotte, c'est Carlos Mendez, s'est-il exclamé d'une voix suffisamment forte pour que toute la salle l'entende. Le président du FC Barcelone est ici. Cette exclamation a provoqué une agitation dans la salle d'audience, les têtes se tournant pour voir le dirigeant sportif. Mon père semblait soudainement réaliser toutes les implications de ce que lui et le reste de ma famille savaient fait, non seulement à moi personnellement, mais aussi à ma carrière, à ma relation avec une grande franchise sportive, à mon avenir. Ma mère, suivant son regard, a haleté et a même vacillé sur ses jambes, nécessitant l'intervention d'un huissier de justice pour la stabiliser. Vanessa semblait sur le point de vomir, le sang se retirant de son visage alors qu'elle prenait enfin conscience de la gravité de ses actes. Pendant un instant, nos regards se sont croisés à travers la salle d'audience et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans son expression. Un véritable regret. Pas d'avoir été prise, pas des conséquences auxquelles elle devait faire face, mais peut-être, juste peut-être, de ce qu'elle avait fait à sa sœur. Alors qu'ils étaient emmenés, Marcus m'a gentiment serré l'épaule. C'est fini, m'a-t-il dit doucement. Du moins, cette partie. Mais je savais que ce n'était pas vraiment fini. Le procès était encore à venir, et au-delà, le long chemin de la guérison physique, de la reconstruction de ma vie et de ma carrière, à partir des morceaux brisés que ma famille avait laissés derrière elle. Pourtant, pour la première fois depuis mon réveil dans ce lit d'hôpital, j'ai ressenti un sentiment de closure, comme si un chapitre se terminait et qu'un nouveau commençait. Une fois la salle d'audience vide, Carlos Mendez s'est dirigé vers Marcus et moi. Madame Coleman, a-t-il dit formellement en me tendant la main. Au nom du FC Barcelone, je tiens à vous exprimer tout notre soutien dans cette période difficile. Merci d'être venu, ai-je répondu, sincèrement touché par ce geste. Je sais que l'équipe doit reconsidérer mon contrat après ma blessure. En fait, répondit-il avec un petit sourire, c'est en partie pour cela que je suis ici. L'organisation a suivi votre situation de près et nous avons pris une décision. Même si votre carrière de joueuse est suspendue pour l'instant, nous aimerions vous offrir un poste d'assistante entraîneuse pour le développement des joueurs avec une couverture médicale complète et une version modifiée de votre contrat initial. Si et quand vous serez en mesure de revenir sur le terrain, la porte vous sera ouverte.